Bonjour à tous, je m'appelle Élise, j'ai 17 ans et si vous ne connaissez pas mon podcast, j'ai l'habitude de traiter de sujets divers et variés à travers la philosophie. Et en ce moment, comme on est un petit peu dans la période de révision du bac de philo, je dirais même dans les dernières minutes de révision, je vous propose de sortir un petit peu de ce que je fais d'habitude pour vous faire des petits résumés de chaque notion, donc pour venir compléter vos révisions ou vous aider à comprendre les notions. Donc je vais faire une notion par épisode. J'espère que ça vous plaira. Tout d'abord, le devoir, qu'est-ce que c'est? C'est une obligation de se conformer à ce qu'une société considère comme bien ou mal. Donc il y a plusieurs questions qui vont se poser. Est-ce qu'on est libre face à nos devoirs? Est-ce que les devoirs et la morale sont toujours liés? Est-ce qu'ils sont universels? Quels sont les différents types de morale? Est-ce qu'un devoir est une obligation ou une contrainte? Et enfin, est-ce que le devoir peut être nuisible? Donc d'abord, on va définir euh, la contrainte et l'obligation. Une contrainte, ça va être un devoir extérieur qui va être notamment défini par les lois. Et une obligation, ça va être quelque chose de plutôt interne, personnel. C'est un devoir qu'on définit par nous-mêmes. Et encore, il y a donc deux nuances dans l'obligation. On a l'obligation parfaite ou obligation absolue qui va plutôt se rapprocher de la contrainte. Et il y a l'obligation imparfaite qui est cette fois bien propre au ressenti de chacun et personnelle. Quant au devoir, on en distingue trois types. Le devoir juridique, qui est donc une obligation parfaite, le devoir religieux, qui est une obligation parfaite ou imparfaite, donc ça dépend finalement de l'état dans lequel on vit. Si on est dans un état laïque, ce sera une obligation imparfaite. Si on est dans un état avec une religion obligatoire, ce sera une obligation parfaite. Et enfin, le devoir moral, qui répond donc à une obligation imparfaite. Donc on va d'abord parler du serment d'Hippocrate. Donc Hippocrate, c'est le plus grand médecin de l'Antiquité, qui va définir justement par son serment les devoirs du médecin. Donc il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, on peut se demander pour chaque action si elle est morale ou non, et parfois on se retrouve face à une situation de dilemme. Même sans être médecin, dans la vie de tous les jours, on peut se retrouver face à une situation de dilemme avec deux devoirs moraux ou juridiques qui se font face. Et parfois, on est incapable de déterminer la moralité d'une action, même si on pense le savoir. Donc on peut être soit dans une éthique conséquentialiste, comme Aristote ou Machiavel, ou une éthique déontologique, comme Kant. Donc il faut analyser précisément ces deux formes de morale et leurs conséquences. Donc on va d'abord s'intéresser à la morale conséquentialiste ou utilitariste. Donc pour parler de cette morale, on va d'abord introduire le dilemme du tramway de Philippa Foot, qui a été créé en 1967. C'est une expérience de pensée dans laquelle la personne a deux choix. Soit on laisse le train rouler sur la voie où il est, et il tue 5 personnes, puisque les freins dysfonctionnent, et donc le train ne peut pas s'arrêter. Donc soit on tue 5 personnes qui sont sur la voie, ou alors on actionne la manivelle pour que le train change de direction, et cette fois, il tue une seule personne. Selon la morale utilitariste, donc soutenue par Jeremy Bentham et John Stuart Mill, la bonne action serait de maximiser le bonheur collectif, et donc on devrait actionner la manivelle pour épargner le plus grand nombre de personnes. La morale conséquentialiste ou utilitariste, elle n'a pour seule règle que le principe d'utilité. En fait, elle se base sur le bien et le mal, et une bonne action pour ce type de morale, c'est celle qui contribue au bonheur du plus grand nombre. Mais le problème qui se pose, c'est que si on peut sacrifier une vie pour 5 autres, finalement, la morale utilitariste, elle peut dériver vers le sacrifice de groupes minoritaires face donc au plus grand nombre des majorités. Et même sans aller chercher aussi loin, on a un autre problème qui se pose, c'est que si on réfléchit à ce dilemme, si les 5 personnes qu'on a décidé d'épargner étaient finalement des personnes mauvaises pour la société, et que la personne qu'on a décidé de tuer en actionnant la manivelle était une personne qui était utile pour la société, finalement, même si on a voulu maximiser le bonheur collectif, eh ben, on a échoué. Donc on va parler ensuite donc, de ces problèmes et d'autres types de morale qui vont pouvoir éviter ces problèmes-là plus tard, mais on va continuer de se concentrer sur la morale utilitariste avec Jeremy Bentham. Donc pour Jeremy Bentham, l'humanité elle est assujettie à deux maîtres, donc la douleur et le plaisir. En fait, on a plusieurs systèmes qui vont nous diriger
diriger le fonctionnement en fait de nos pensées. Donc le système douleur-plaisir, le système du bien et du mal et le système des causes et des conséquences. Donc ces systèmes, ils vont définir ce qu'on devrait faire et ce qu'on va réellement faire. Par exemple, le modèle du bien et du mal, il peut nous guider pour qu'on sache ce qu'on devrait faire, mais le modèle douleur-plaisir, il va plutôt nous guider par ce qu'on va réellement faire. Selon la morale utilitariste, on doit toujours suivre le principe d'utilité. Donc le principe d'utilité, c'est un principe qui approuve ou désapprouve une action en fonction de sa capacité à augmenter ou diminuer le bonheur donc, de la personne dont l'intérêt est en jeu, donc de la personne ou de la partie tout simplement, puisque ça peut être par exemple une personne, mais ça peut être aussi par exemple un gouvernement. Donc là, dans le principe d'utilité, l'utilité, c'est pas si la chose est utile ou non, c'est la faculté que possède chaque chose à produire du bonheur ou à éviter le malheur. Donc là, on a vu que cette morale, elle n'était pas tout à fait universelle, mais on a quand même l'idée d'un principe qui va nous diriger à chaque fois. Là, c'était le principe d'utilité. Mais Nietzsche va s'opposer à cette thèse avec sa thèse relativiste. Pour lui, la morale, c'est un système de valeurs qui sont en relation avec des conditions d'existence d'un être. Et donc, pour lui, il n'y a pas de morale universelle. La morale, c'est le fruit d'une culture, d'une éducation, et elle varie en fonction du temps et des lieux. Donc selon qu'on habite en Europe ou en Asie, on va pas avoir la même morale, et c'est la même chose si on vit au XXIe siècle ou qu'on vit au XIIIe siècle, on va pas non plus avoir la même définition de la morale et une action peut être considérée immorale dans une autre région du monde ou à une autre époque. Et s'il y a bien un philosophe qui s'oppose totalement à cette thèse, c'est Kant, puisque lui, il a une morale, il suit une morale universelle. Pour lui, une morale, c'est une obligation intérieure qu'on s'impose à nous-mêmes. Sa morale, donc, comme j'ai dit, elle est universelle et elle répond donc à des impératifs catégoriques. Des impératifs catégoriques, c'est des obligations fondamentales que l'on doit respecter quoi qu'il en coûte. Sa morale, elle n'est pas seulement universelle, mais aussi déontologique. Puisque pour lui, comme on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas baser la moralité d'une action sur ses conséquences parce qu'elles ne dépendent pas entièrement de nous. Elles dépendent en grande partie du hasard, on ne peut pas toujours tout prévoir. Et donc, pour Kant, ce qui va déterminer si une action est morale ou non, ça va être le critère d'universalité. Donc le critère d'universalité, c'est pas exactement le fait de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, mais c'est le fait de se poser une question avant d'agir pour savoir si notre action est morale ou non. Donc on se demande, est-ce que je serais satisfait si tout le monde accomplissait cette action? Donc par exemple, pour le mensonge, si on souhaite mentir une fois pour se sortir de l'embarras, on doit se demander avant si chacun mentait, est-ce que je serais satisfait et est-ce que tout le monde serait satisfait? Donc la réponse est bien évidemment non. Et donc là, la règle absolue et universelle, c'est dire la vérité en toutes circonstances. C'est donc notre impératif catégorique. Cette thèse, elle est aussi soutenue par Maë Lecamp, qui a écrit Existe-t-il un droit de mentir? Donc pour Maë Lecamp, le mensonge bienveillant, donc le mensonge bienveillant c'est un mensonge qui a pour but de sauver quelqu'un. Le mensonge bienveillant, il a autant de chances de sauver la personne que de mener au résultat inverse. Et même constat finalement si on choisit de dire la vérité. On a autant de chances de sauver la personne que la mener à sa perte. La différence, c'est qu'en disant la vérité, enfin, Maë Lecamp dit en disant sa vérité, c'est-à-dire la vérité que nous, on a perçue individuellement, on cesse d'être responsable pénalement, premièrement, et moralement, puisqu'on est en adéquation avec notre conscience. Par contre, selon Benjamin Constant, les impératifs catégoriques de la morale universelle et déontologique empêchent la vie en société. Donc pour lui, on ne devrait pas suivre les impératifs catégoriques de cette morale, puisqu'ils rendent la vie en société impossible. Donc pour lui, si on applique le principe moral que la vérité est un devoir de manière absolue, on ne peut pas vivre en société, puisque pour lui, le devoir est inséparable du droit. C'est-à-dire que le devoir de l'un correspond au droit de l'autre. Donc la vérité, c'est un devoir seulement si la personne à qui on souhaite la dire a droit à cette vérité. Or, selon Benjamin Constant, personne n'a le droit à la vérité si elle est nuisible. Donc pour lui, dire la vérité, c'est un devoir seulement si celle-ci ne nuit pas.
Donc là, on a une question qui se pose, c'est finalement quand est-ce que la vérité est nuisible et quand est-ce qu'elle ne l'est pas. En réfléchissant, on se rend aussi compte que le devoir, il est parfois différent de la morale définie par la société. Le devoir, il est parfois différent de la justice et on va suivre une autre morale, notre morale personnelle. Donc ça, c'est un concept qui va être théorisé par Henri David Thoreau dans la désobéissance civile. Il va parler d'un droit de désobéissance qui est finalement plus un devoir de désobéissance. Selon lui, nous avons le devoir de nous opposer à certains devoirs. C'est-à-dire que par exemple, on doit désobéir pour protéger la vie d'une personne. Évidemment, ça nous ferait enfreindre des lois, ça ne correspond pas à la morale de la société, ça ne correspond pas à la justice, et donc à notre obligation parfaite, mais ça correspond à notre morale personnelle, à notre obligation imparfaite. Et pour lui, donc, les hommes sont libres puisqu'ils s'imposent leurs devoirs à eux-mêmes. Et c'est un argument qui est repris par Martin Luther King quand il dit « Tout le monde a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes ». Et enfin, on va se demander est-ce que le devoir est toujours utile et nécessaire. Et certains philosophes justement pensent que non, et c'est le cas de Nietzsche qui pense que le devoir c'est une illusion néfaste. Pour lui, ça vient d'un dressage social, qu'il soit extérieur ou intérieur. Donc intérieur, ce serait donc le fruit d'une auto-fustigation, c'est-à-dire qu'on se sent mal, donc on décide de se soumettre à un devoir. Pour lui, le devoir, il pousse l'individu à entrer dans un cadre conformiste, sans suivre les valeurs qui lui sont propres, par paresse et par incapacité. Pour Freud, si on se soumet à toutes les règles imposées par le devoir, on va développer des troubles psychiques, des névroses, puisque dans la théorie de Freud, on est composé donc, du ça, du moi et du surmoi. Le surmoi, c'est un peu les règles qu'on a acquis depuis notre enfance. Et donc, le surmoi, il souhaite certaines choses que le moi ne peut pas accomplir. Et donc, il y a une désynchronisation entre ce qu'on aimerait être et ce qu'on est réellement. Et enfin, Platon, dans le livre de la République, va écrire à propos d'un berger qui possède un anneau qui le rend invisible. Donc ce berger, il va enfreindre des lois et manquer à son devoir, donc son devoir juridique et son devoir moral, ce qui va nous mener à conclure que finalement on respecte notre devoir seulement parce que les contraintes extérieures nous y obligent, parce qu'il y a des sanctions juridiques, ou alors parce qu'il y a l'opinion d'autrui sur nous, par exemple. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de mieux comprendre la notion ou bien de compléter simplement votre cours. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine notion et bon courage pour vos révisions.